Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle Guy Fagherazzi, je suis un chercheur en épidémiologie et donc effectivement je suis le directeur du département de la santé des populations au Luxembourg Institute of Health. Et je suis vraiment ravi de pouvoir faire cette conférence aujourd'hui sur notre santé en 2040. On va essayer pendant l'heure pendant laquelle on est ensemble de se projeter en 2040, voir comment on va vivre, quelle va être notre santé en 2040 et comment aujourd'hui, avec la recherche qu'on fait, on va être capable de définir comment va se comporter notre santé, comment on va prévenir les maladies, comment on va les soigner d'ici une vingtaine d'années. Donc, avant de rentrer dans le cœur du sujet, je voulais juste rappeler le LIH, ce que c'était. Donc, le Luxembourg Institute of Health, c'est l'institut de recherche au Luxembourg qui s'intéresse vraiment à la recherche biomédicale, donc à la fois sur des aspects de biologie et de la recherche médicale et clinique, pour améliorer la santé des populations, prévenir et mieux comprendre les maladies. Et dans le LIH, il y a 3 départements, et il y en a un que je dirige qui s'appelle le département de la santé des populations, où on est vraiment centré sur ce qu'on appelle la santé publique et l'épidémiologie. Et l'épidémiologie, je vais vous expliquer ce que c'est par la suite. Et dans ce département, il y a plusieurs équipes qui font de la recherche. Et moi, je dirige une équipe qui s'appelle le phénotypage, qui travaille sur le phénotypage numérique profond. Et là aussi, je vais vous expliquer ce que c'est. Et on travaille beaucoup sur tout ce qui est numérique, le digital, et comment on intègre toutes les données qui sont sur Internet, sur nos smartphones, et comment on les analyse avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle en épidémiologie pour mieux comprendre les différentes maladies sur lesquelles on travaille. Donc ça, c'est le LIH. Ensuite, aujourd'hui, dans cette conférence, on va voir différents sujets. Ça, c'est un peu le menu, la présentation générale d'aujourd'hui. Et on va commencer par l'épidémiologie, puisque là, on en entend souvent parler aujourd'hui. En plus, avec le Covid-19, c'est un mot, les épidémiologistes sont vraiment sur l'avant-scène pour gérer la crise. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet pour voir comment aujourd'hui on définit ce que va être la santé en 2040. Alors, l'épidémiologie, qu'est-ce que c'est ? Il y a une définition déjà qui est très simple, c'est la science ou l'étude des rapports entre les maladies et les facteurs qui sont susceptibles d'avoir une influence sur la fréquence de ces maladies, leur distribution, par exemple, géographique, ou leur évolution dans le temps. Donc vraiment, on essaye d'identifier les mécanismes, les facteurs de risque qui sont susceptibles d'augmenter le risque pour les individus d'avoir certaines maladies. Et alors souvent, et en plus dans le mot épidémiologie, il y a épidémie, on a l'impression que les épidémiologistes ne travaillent que sur des grandes épidémies comme l'épidémie de SARS-CoV-2 et la maladie Covid-19 aujourd'hui, mais en fait, on travaille, les épidémiologistes, sur plein d'autres maladies qu'on appelle des maladies chroniques, les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète, par exemple, c'en est une. Et aujourd'hui, je vais pas mal parler du diabète, puisque c'est une de mes spécialités et c'est un de mon sujet de recherche. Mais on travaille aussi, évidemment, sur les maladies infectieuses, des virus, le HIV, Covid-19 aujourd'hui, beaucoup, évidemment. Donc, c'est ce qu'on appelle des maladies transmissibles, comme les maladies infectieuses, et des maladies non transmissibles, comme les maladies chroniques, type maladies cardiovasculaires, cancer ou diabète. J'ai aussi dans cette conférence prévu quelques petits quiz pour essayer de vous faire réfléchir et que ce ne soit pas simplement moi qui vous partage des informations. Donc, il n'y a évidemment rien à gagner. C'est juste pour essayer de vous faire réfléchir. Et je vous pose une petite question. Je vous laisse quelques secondes pour essayer d'y réfléchir et dans votre tête, essayer de trouver la bonne réponse. Et puis ensuite, on dévoile la bonne réponse et je vous explique pourquoi. Donc, la première question, c'est, par exemple, aujourd'hui au Luxembourg, selon vous, quelle est la première cause de décès en temps normal? Je ne parle pas vraiment à cause de la période Covid-19 qui est très particulière, mais de manière générale, quelles sont les maladies qui causent le plus de décès, de morts au Luxembourg? Est-ce que ce sont les maladies cardiovasculaires, les suicides? Est-ce que c'est le cancer ou la maladie d'Alzheimer? Donc voilà, je vous laisse 2-3 secondes pour réfléchir. Selon vous, c'est quoi la première cause de décès au Luxembourg? Et puis après, on répond tout de suite à la question. Donc, je pense que vous avez eu le temps d'y réfléchir. Alors, la bonne réponse, c'est le cancer. En fait, en 2019, qui est la dernière enquête qu'on a réalisée au Luxembourg, il y a eu 4120 décès au Luxembourg dans l'année 2019. Et 27% de ces décès étaient liés à un cancer. Donc, il y avait 1139 décès qui étaient
par des personnes qui avaient un cancer. Et c'est quasiment en fait la même chose que les maladies cardiovasculaires. Il y en avait 1137, donc quasiment le même chiffre. Et depuis de nombreuses années, en fait, les maladies cardiovasculaires et le cancer sont les deux premières causes de décès au Luxembourg, mais c'est vrai aussi en Europe. Donc voilà un premier résultat. Donc vraiment, ce sont des maladies qui sont très importantes et qui malheureusement, en 2040, vont l'être toujours autant, et même peut-être davantage. Donc ça, c'était quelques petites introductions sur l'épidémiologie. Ensuite, tout au long de la conférence, je vais essayer de prendre des exemples autour du diabète. Et donc, du coup, je vais vous expliquer dans un premier temps ce que c'est le diabète. Le diabète, c'est une maladie qui se caractérise par un taux de sucre trop élevé dans le sang, ce qu'on appelle une hyperglycémie. Et ça, c'est lié à un mauvais fonctionnement d'un de nos organes, qu'on appelle le pancréas, et qui ne sécrète pas assez ou pas du tout d'insuline. Et l'insuline, c'est la protéine qui permet de réguler la glycémie dans le sang. Et en fait, il y a différentes formes de diabète. On parle souvent du diabète, mais en fait, c'est des diabètes. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le diabète de type 1, qui représente environ 6% des cas de tous les diabètes dans le monde. Et c'est une maladie qu'on appelle auto-immune et qui intervient plutôt chez les individus jeunes, les enfants, jeunes enfants ou jeunes adultes, et qui est une maladie qui dure à vie. Le diabète de type 2, qui représente en revanche 92% de toutes les formes de diabète dans le monde, c'est une maladie qui intervient un peu plus tard dans la vie, en général chez des personnes qui ont plus de 40 ans, mais on en voit de plus en plus, malheureusement, plus jeunes. Et c'est une maladie qui est liée au mode de vie, à l'inactivité physique, à son alimentation, à l'obésité. Et ce qui est très important aussi dans cette maladie, c'est qu'elle passe souvent très longtemps inaperçue avant d'être découverte. Par exemple, il y a des personnes qui sont malades, qui ont le diabète de type 2, mais qui pendant 5 à 10 ans, entre le début de ces hyperglycémies et ce taux de sucre trop élevé dans le sang et le vrai diagnostic posé par un médecin, il peut se passer 5 à 10 ans. Et ça, c'est très important parce que ça a des conséquences sur la santé des personnes qui ont cette maladie. Et enfin, il y a une autre forme de diabète qu'on appelle le diabète gestationnel, qui est le diabète qui intervient pour la première fois pendant la grossesse d'une femme, souvent vers la fin et au 3e trimestre de la grossesse. Et ça, c'est très important parce que c'est des femmes qui vont avoir un risque beaucoup plus important de faire un autre diabète, donc le diabète de type 2, après la grossesse et quelques années après. Donc, c'est très important de travailler sur toutes les formes de diabète et d'essayer de prévenir ces maladies. Et quand les personnes ont cette maladie, d'essayer d'améliorer leur qualité de vie pour que la maladie soit la moins lourde possible. Et si on parle de 2040 et qu'on essaye de se projeter d'ici quelques années, en fait, le diabète, ça va être une des maladies chroniques les plus importantes dans le monde. Aujourd'hui, en 2021, il y a plus de 463 millions de personnes qui ont un diabète. Ça représente 9,3% de la population mondiale sur toute la Terre. Et ces chiffres sont amenés à augmenter de manière considérable. Par exemple, en 2030, on a fait des projections et on estime qu'il y aura plus de 578 millions de personnes qui auront un diabète, soit 10% de la population. Et en 2045, ça sera encore pire, malheureusement, et on aura 700 millions de personnes qui vont avoir un diabète, soit quasiment 11% de la population. Ce qui veut dire que, par exemple, dans toutes les classes qui sont dans cette conférence aujourd'hui, il y aura peut-être malheureusement une personne sur 10 en moyenne qui aura cette maladie à l'âge adulte. Donc c'est vraiment un problème de santé publique très important et les épidémiologistes travaillent beaucoup pour mieux comprendre le diabète et mieux prévenir le diabète. Et on entend souvent que le diabète, c'est une maladie chronique, mais que finalement, si on prend ses traitements ou alors on prend son insuline, ça va. C'est pas si grave que ça. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est même le contraire. Le diabète, c'est une maladie qui prend 24 heures par jour du temps des personnes qui sont atteintes. Et en fait, sur une année en général, les personnes qui ont un diabète, elles voient environ 6 heures par an leur médecin pour parler de leur diabète, pour faire des bilans. Et au contraire, elles passent plus de 600 heures par an seules à gérer leur maladie, à faire des choix pour leur santé. Et ces 600 heures, en fait, c'est très lourd à vivre pour les personnes qui ont un diabète. Et en 2040, l'objectif qu'on a, nous, c'est évidemment de réduire ce qu'on appelle la charge mentale, le fardeau lié au diabète. Petit quiz numéro 2. Donc, selon vous, maintenant que je vous ai expliqué ce que c'est le diabète et à quel point c'est évidemment lourd comme maladie, à votre avis, sur une journée, en moyenne, combien de décisions
en lien avec la maladie, donc par rapport à son traitement, par rapport à son mode de vie, doit prendre une personne qui vit avec un diabète? Est-ce que cette personne doit prendre environ 8 décisions par jour par rapport à son diabète? Est-ce que c'est plutôt 30, plutôt 80, ou alors carrément 180 décisions par jour? Donc là aussi, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Les décisions, c'est vraiment des choix que doivent faire les personnes pour leur traitement, adapter leur mode de vie, leur alimentation, leur activité physique. Et en fait, la bonne réponse, je pense que vous l'avez un peu deviné avec mes propos, c'est que le diabète est vraiment une maladie très lourde et ce qu'on appelle une grande charge mentale. Et il faut prendre jusqu'à 180 décisions par jour par rapport à sa maladie. C'est-à-dire, une personne qui a un diabète, elle doit penser en permanence à mesurer son taux de sucre dans le sang, la glycémie. Elle doit prendre ses médicaments, que ce soit des cachets ou des injections d'insuline. Elle doit faire très attention à son alimentation, à son activité physique pour ne pas avoir des hypoglycémies. Et il faut faire très attention avec son diabète quand on va au travail ou quand on est à l'école. Et donc tout ça, ça impose aux personnes qui ont un diabète une charge mentale. Et donc ça génère du stress, de l'anxiété, ce qu'on appelle de la dépression ou même un burn-out lié au diabète. Et tous les grands enjeux aujourd'hui de la recherche autour du diabète, c'est vraiment focalisé sur améliorer la vie au quotidien des personnes qui ont un diabète. Et donc ça, je vais vous en parler tout à l'heure et comment, d'ici 2040, on espère améliorer la vie de toutes ces personnes. Donc, si je résume la santé en 2040, les grands enjeux, ce qu'on veut, c'est améliorer la santé de tous, pas qu'un petit groupe, mais vraiment toute la population, et en permanence. C'est-à-dire qu'on veut aider les personnes qui ont des maladies à vivre mieux, mais on veut aussi prévenir. La prévention, c'est très important, c'est-à-dire empêcher que des maladies arrivent chez des individus. Et donc, globalement, on veut faciliter la vie des personnes malades, améliorer leur qualité de vie, diminuer le fardeau de la maladie. Et ce qui est très important, c'est qu'on veut que ce soit adapté au profil de chacun. On appelle ça de la prévention ou de la santé personnalisée. On veut que pour une personne avec son profil, ses caractéristiques, son contexte de vie, on lui trouve le meilleur traitement, la meilleure prise en charge pour vivre le mieux avec son diabète. Donc maintenant que je vous ai raconté ce que c'était le diabète, on va voir comment aujourd'hui, avec ce qu'on fait en recherche médicale et recherche en biologie, comment on essaye de mieux comprendre les maladies. Et ça, on le fait avec ce qu'on appelle des omics. Donc je vais vous expliquer ce que c'est les omics et comment on travaille dessus, on fait de la recherche pour mieux comprendre les différentes maladies. Alors, des omics, ça c'est peut-être encore un peu compliqué à comprendre, mais je vais essayer de vous expliquer quand même, c'est l'analyse des mécanismes biologiques dans notre organisme avec les différentes cellules, protéines, les organes. On essaye de travailler à mieux comprendre les mécanismes biologiques qui font que on développe certaines maladies comme le diabète ou un cancer. Et donc, dans notre organisme, on a des gènes. Et donc, le omic, qui est l'étude des gènes, ça s'appelle la génomique. Et ces gènes sont ensuite transcrits en ce qu'on appelle des ARN messagers. Et donc, ça s'appelle l'étude de ces principes, ça s'appelle la transcriptomique. Et comme ça, il y a d'autres omics qui occupent beaucoup les chercheurs. L'étude des protéines, c'est la protéomique. L'étude du métabolisme, ça s'appelle la métabolomique. Donc, tous ces mots finissent par omique parce que c'est la science du gène, c'est la génomique, par exemple. Il y en a encore d'autres, sur la droite de la présentation. L'étude de tous les micro-organismes et toutes les bactéries qui colonisent notre corps humain, ça s'appelle le microbiote, et donc la microbiomique, ou alors encore le fonctionnement des lipides, comme la lipidomique. Donc tout ça, vous n'avez évidemment pas besoin de comprendre ce que ça veut dire dans le détail, c'est simplement pour vous montrer qu'il y a plein de sous-domaines de la recherche médicale, des omics, sur lesquels les chercheurs travaillent pour mieux comprendre les maladies. Petit quiz, encore un, il y en aura encore un autre à la fin. Donc le quiz numéro 3, à votre avis, vous avez vu qu'il y a plein de omics qui existent, avec plein de noms à rallonge, mais parmi ceux que je vous propose ici, quel omic n'existe pas? Est-ce que c'est l'épigénomique? Est-ce que c'est la pharmacogénomique? Est-ce que c'est la lobotomique ou la connectomique? Donc je vous laisse encore une fois 2-3 secondes pour essayer de deviner, à votre avis, quel omic n'existe pas. Et ensuite, on va voir la bonne réponse. Donc épigénomique, pharmacogénomique, lobotomique ou connectomique. Alors, la bonne réponse, qu'est-ce qui n'existe pas?
c'est la lobotomique. Ça, c'est une invention que j'ai trouvée pour la présentation. Mais par contre, tous les autres, ça existe. L'épigénomique ou l'épigénétique, c'est la même chose. C'est l'étude de l'influence de l'environnement, l'air, la pollution, sur l'expression des gènes dans notre organisme. La pharmacogénomique, par exemple, c'est l'étude des gènes sur les molécules qui sont actives dans les différents traitements, par exemple des traitements pour soigner le diabète ou alors un vaccin pour prévenir des formes graves de Covid-19. On fait de la pharmacogénomique pour comprendre comment, en fonction des gènes qu'on a, les molécules des traitements marchent plus ou moins bien. Et la connectomique, ça se passe plutôt au niveau du cerveau. C'est pour mesurer et étudier les connexions entre les neurones de notre cerveau. Et ça, par exemple, c'est très utile pour étudier les maladies liées au vieillissement et neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Et en fait, aujourd'hui, avec ces omics, vous avez vu qu'il y en a plein. Et nous, ce qu'on essaye de faire dans la recherche biomédicale, c'est superposer tous ces omics pour avoir une vue la plus complète des individus et des maladies. Et en fait, on considère que chaque omic, c'est une sorte de couche qu'on va rajouter, et on va rajouter comme ça différentes dimensions pour mieux comprendre, avec une vue la plus globale possible, ce que c'est une maladie, comment les populations évoluent dans le temps. Et donc, les grands enjeux aujourd'hui en termes de recherche, et d'ici 2040, c'est faire ce qu'on appelle de la santé de précision, c'est-à-dire en fonction de tous ces omics, essayer d'avoir des informations les plus fines possibles sur les individus et les maladies pour pouvoir mieux les traiter. Et alors tout ça, ça m'amène à vous présenter ce sur quoi moi je travaille au quotidien, qui s'appelle le digitosome. Et c'est un nouvel omic qui est en train d'émerger ces dernières années, qui est tout ce qui est lié au digital. Donc vous avez vu, c'est un mélange de omic et de digital. Donc le digitosome, je vais vous expliquer ce que c'est et comment ensuite aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, les smartphones, Internet, on est capable d'utiliser ça pour mieux comprendre les maladies et améliorer la santé de tous. Donc le digitosome, si on veut résumer et définir ce que c'est l'analyse des données générées en ligne par un individu au cours de sa vie. Par exemple, via son smartphone, ou si vous en avez, vous savez comment ça marche, on a un certain comportement et on génère des données, parfois même sans le savoir, qui vont nous donner des informations très importantes sur notre santé. On laisse aussi une trace sur Internet, via les objets connectés ou les montres connectées, par exemple, qu'on peut avoir, ou alors sur les réseaux sociaux. Et en fait, toutes ces données, si on est capable de les analyser correctement, ça nous donne énormément d'informations sur la santé des individus. Par exemple, dans le diabète, vous avez sur l'image ici, ça représente une personne qui a un diabète, et en fait, elle pourrait, si elle veut, être équipée de la tête aux pieds avec des capteurs, des dispositifs ou des bracelets connectés, des montres connectées, qui vont mesurer en permanence ou en quasi-permanence plein d'informations très importantes pour mieux comprendre comment le diabète impacte la santé de l'individu au cours de sa vie. Vous voyez même qu'il y a même des chaussettes connectées. Aujourd'hui, c'est des chaussettes qu'on met et qui permettent de suivre la température des pieds pour éviter, par exemple, un risque d'inflammation. Et vous ne le savez peut-être pas, mais dans le diabète, souvent, les extrémités des mains et des pieds sont parfois insensibles et on peut louper une plaie qui risque, si elle n'est pas traitée assez tôt, qui risque d'amener même à une amputation parfois, même si c'est de plus en plus rare, ça reste toujours possible. Et donc, il y a des chaussettes connectées qui permettent d'empêcher d'avoir des plaies aux pieds et de risquer une amputation. Donc le digitosome, c'est vraiment toutes les données qui sont générées en ligne. Et donc, comment nous, on va les intégrer dans la recherche médicale, ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Mais déjà, il faut se rendre compte que toutes ces données aujourd'hui, ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on en a de plus en plus, tout ça, c'est possible grâce à l'évolution des technologies. Et je veux m'arrêter 5 minutes sur ce schéma, puisque en fait, c'est grâce à l'évolution de la technologie et tous les progrès qu'on a fait par rapport à la technologie ces dernières années, qu'on est capable d'avoir de nouvelles données et de mieux comprendre les maladies. Et en fait, ça s'accélère. Par exemple, sur le graphique que vous avez ici, je vais vous expliquer comment ça marche. Vous avez, aux États-Unis, le temps qu'il a fallu pour que 25%, donc un quart des Américains, aient la technologie en question chez eux par rapport au moment où elle a été découverte. Par exemple, tout à gauche, vous avez l'électricité qui a été inventée en 1873 et il a fallu, c'est le chiffre entre parenthèses, 46 ans pour qu'un quart des Américains aient l'électricité chez eux.
Et donc, on avance. La télévision, la première fois qu'il y a une télévision à acheter, c'était en 1926. Et il a fallu 26 ans pour qu'un quart des Américains aient une télévision à la maison. Et vous voyez sur la droite du schéma que ça s'accélère avec toutes les grandes innovations qu'on a ces dernières années. Les PC, les téléphones portables, Internet, les smartphones. Par exemple, vous voyez que les smartphones, les premiers ont été commercialisés en 2007. Et il a fallu que 2 ans seulement pour que 25% des Américains aient un smartphone. Donc ça s'accélère, c'est de plus en plus accessible à un grand nombre. Et le dernier point que j'ai mentionné ici, c'est ce qu'on appelle les assistants vocaux. Par exemple, vous en avez sur vos smartphones ou à la maison, que ce soit Siri ou bien Google ou Amazon avec Alexa, par exemple. Ça, ce sont des assistants vocaux. Et il a fallu aussi 2 ans seulement pour qu'un quart des Américains en aient à la maison. Donc cette adoption et cette accélération technologique fait que derrière, ça génère plein de données qu'on va pouvoir utiliser pour la recherche médicale. Et donc on fait ce qu'on appelle du phénotypage numérique. C'est un mot un peu compliqué, mais en fait c'est simplement utiliser les données qui sont issues de tous ces capteurs, ces smartphones, Internet, pour mieux comprendre le phénotype, c'est-à-dire ce qu'on est capable d'observer sur un individu. Et ça permet de mieux comprendre les différentes maladies sur lesquelles on travaille. Et maintenant, tous ces omics que je vous ai montrés, plus ce qu'on appelle le digitosome, ça nous permet de travailler sur ce qu'on appelle un jumeau numérique. Et ça, c'est vraiment l'avenir, ça n'existe pas encore, mais c'est ce sur quoi on travaille pour que d'ici 2040, on l'espère, on puisse avoir chacun un jumeau numérique et qui nous permette d'améliorer notre santé. Donc ça, je vais vous expliquer ce que c'est maintenant. Alors, le jumeau numérique, pour faire simple, ça vient du monde de l'industrie, par exemple l'industrie automobile ou l'aviation. Ils travaillent depuis très longtemps sur des concepts de jumeaux numériques. Typiquement, c'est une simulation. On va simuler le fonctionnement d'une pièce. Par exemple, dans l'aviation, on peut faire un jumeau numérique d'un moteur ou d'un réacteur et on va lui faire subir tout un tas de tests. On va faire des simulations pour voir comment la pièce réagit. Et est-ce qu'elle est suffisamment stable, sécurisée pour ensuite être mise sur un vrai avion. Et donc ce jumeau numérique, c'est en quelque sorte une réplication d'un vrai objet, comme un vrai moteur. Et ça, ce concept-là, on peut le transposer au domaine de la santé et de la recherche très facilement. En fait, par exemple, on est capable de faire un jumeau numérique d'un organe. On peut simuler sur ordinateur aujourd'hui le fonctionnement d'un organe comme le cœur, un poumon ou bien même plus fin, que ce soit des vaisseaux, des cellules. Et on est capable de faire plein de tests de manière virtuelle avant d'aller faire des vrais tests dans des essais cliniques, par exemple. La flèche jaune, on peut aussi faire des jumeaux numériques par rapport à de la chirurgie. Si vous devez subir une opération compliquée, peut-être que les chirurgiens vont d'abord faire une simulation, un jumeau numérique de l'opération, et ils vont s'entraîner sur ce jumeau numérique avant de réaliser la chirurgie dans la vraie vie. Et enfin, la flèche rouge, le jumeau numérique, on peut aussi le voir à l'échelle d'une population. On peut carrément faire un jumeau numérique d'une personne en entier, avec toutes ses caractéristiques biologiques, son comportement, son mode de vie. Et ça, c'est plutôt cette dernière flèche sur laquelle je travaille. Et on a du coup essayé de développer ce concept de jumeau numérique dans le monde de la santé. Donc ça, je vais vous expliquer comment ça marche. Il y a plein de flèches, on va essayer de parcourir le chemin ensemble. Imaginez qu'un médecin, dans une consultation, rencontre un patient pour la première fois qu'il n'a jamais vu, il ne connaît rien sur cette personne, et il va essayer de vouloir l'aider, d'améliorer son traitement ou d'éviter que cette personne ait une nouvelle maladie. Et donc, la première chose qu'il va faire, c'est en haut à gauche, il va évaluer tout un tas de caractéristiques, donc les omics que je vous ai présentés tout à l'heure, de ce nouveau patient. Ensuite, une fois que c'est fait, on va comparer ces données omics à une grande banque de données. Il y a une grande base de données qu'on essaye de constituer un peu partout dans le monde, et on va comparer les caractéristiques de ce nouveau patient qu'on ne connaît pas à cette grande base de données. Et avec des méthodes qu'on appelle d'intelligence artificielle, ça je vous en parle un peu plus tard, on essaye de retrouver dans cette banque de données quelqu'un, un individu virtuel qui n'existe pas vraiment, mais qui a les mêmes caractéristiques que le nouveau patient qu'on ne connaît pas.
Et donc, cet individu virtuel, c'est ce qu'on appelle le jumeau numérique du nouveau patient. Et ça va être très utile puisqu'on va être capable de savoir ce qui risque de lui arriver, quels sont ses risques de développer des maladies. Et ça, pour le médecin, ça va être une aide à la décision médicale. Il va pouvoir, dans quelques années, se servir de ce jumeau numérique pour aider le nouveau patient qui vient le voir en consultation. Et donc, une fois que le médecin a trouvé son jumeau numérique, il va pouvoir mettre le nouveau patient qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent dans ce qu'on appelle une intervention personnalisée, et on va le mettre dans ce qu'on appelle de la médecine de précision, c'est-à-dire adapter vraiment le traitement de l'individu en fonction des caractéristiques de son jumeau numérique, ou alors faire de la prévention, éviter que cette personne développe de nouvelles maladies en fonction des caractéristiques de son jumeau numérique. Donc vraiment, les mots-clés, c'est jumeau numérique et médecine ou prévention de précision vraiment adaptée aux caractéristiques de l'individu. Donc ça, c'est les grands enjeux, ça n'existe pas encore, mais ça fait partie des travaux de recherche que l'on mène au LIH et ailleurs sur la planète. Et par exemple, en 2040, ce qu'on peut espérer, c'est avoir une sorte de moteur de recherche, un peu comme Google ou même Wikipédia ou Bing, par exemple. Vous allez pouvoir, ou un médecin va pouvoir rentrer les caractéristiques d'un nouveau patient qu'il ne connaît pas, et on va lui sortir son jumeau numérique avec toutes les caractéristiques, l'état de santé virtuel de ce jumeau numérique. Et ça va aider grandement les médecins à mieux traiter, mieux soigner, mieux prendre en charge les personnes qui ont certaines maladies. Donc voilà un peu ce que c'est le jumeau numérique. Et vous avez bien vu que dans tout ça, il y a plein de données qu'on essaye de mettre ensemble. Et pour gérer, traiter et analyser toutes ces données, il faut beaucoup travailler aujourd'hui avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui sont des méthodes assez récentes, mais qui sont très à la mode aujourd'hui parce qu'elles ont un énorme potentiel pour combiner des grands volumes de données et en sortir des choses qui sont très pertinentes pour les médecins et pour les chercheurs. Donc l'intelligence artificielle, je pense que c'est un mot que vous avez déjà entendu plein de fois, mais je vais vous expliquer dans le contexte de la santé ce que c'est. L'intelligence artificielle, on peut résumer ça de manière très simple, comme étant les techniques et les algorithmes qui visent à permettre à des machines d'imiter une forme d'intelligence humaine et surtout d'automatiser et d'accélérer certains processus, certains calculs, certains traitements. Et donc, à l'heure actuelle, les intelligences artificielles et les algorithmes, ce n'est pas du tout intelligent comme les êtres humains. On en est encore très loin. Par contre, ça permet de faire des traitements, des calculs beaucoup plus vite qu'un cerveau humain, et ça ouvre plein d'opportunités pour la recherche médicale. Et par exemple, dans les différentes formes d'intelligence artificielle sur lesquelles on travaille, il y a ce qu'on appelle le deep learning ou l'apprentissage profond. Et ça, c'est des méthodes qui sont censées répliquer le fonctionnement de neurones, par exemple, dans le cerveau. Et là, ce n'est pas du tout dans la santé, c'est un algorithme d'intelligence artificielle qui a été entraîné pour reconnaître les chats, tout bêtement. Et donc, comment ça marche? Il y a une phase d'apprentissage. On donne à la machine en entrée plein de photos de différents animaux, des chats, des chiens, des ratons laveurs, peu importe. Et il faut qu'il y en ait beaucoup, énormément de données. Et ça, ensuite, on va demander à la machine de reconnaître. On va lui dire, alors ça, c'est un chat. Alors ça, par contre, ça n'en est pas un. Et lui-même, à force, il va s'entraîner à reconnaître automatiquement, quand on lui donne des images en entrée, là où il y a un chat. Et ça, une fois qu'il est bien entraîné et qu'il est très performant, cet algorithme, on va pouvoir le déployer sur des nouvelles images qu'il n'aura jamais vues. Et on va lui donner une nouvelle photo, par exemple, d'un chat ou pas, et il va être capable de prédire si oui ou non il y a un chat sur la photo. Donc ça, c'est le fonctionnement très, très général du deep learning. Comment on utilise ça dans la recherche médicale et la santé? C'est assez simple, et je vais vous montrer plusieurs exemples. Ces méthodes de deep learning, elles marchent très bien sur des photos. C'est des données, des images qui sont très adaptées au deep learning. Et par exemple, si je reviens à mon exemple du diabète tout à l'heure, dans le diabète, il y a des complications du diabète, il y a des atteintes au niveau des yeux et de la rétine qui peuvent mener, si ce n'est pas pris en charge, à la cécité et la perte de la vue d'un ou des deux yeux. Et donc, ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique, aujourd'hui, on est capable de la diagnostiquer automatiquement grâce à de l'intelligence artificielle. Par exemple, on met un algorithme sur un téléphone ou sur un dispositif médical et on prend un fond d'œil de la personne qui a un diabète, et sur la photo du fond d'œil, l'algorithme, à partir de l'image qu'on va lui donner, va être capable de prédire de manière très fiable si oui ou non il y a une rétinopathie
dans l'œil. Et s'il y en a une, à quel stade elle est? Est-ce que c'est tout au début, c'est très peu sévère, ou au contraire, est-ce que c'est très sévère et il faut absolument prendre en charge en urgence cette rétinopathie diabétique? Ça, par exemple, c'est très utile dans les endroits qu'on appelle les déserts numériques, ou alors des déserts de santé, où il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux, où c'est très loin. On peut, avec des dispositifs très simples, faire des diagnostics de manière automatisée et à grande échelle de ce genre de maladie à partir d'images. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est autour de la voix et ce qu'on appelle les biomarqueurs vocaux. Ça, c'est vraiment un sujet d'avenir. En 2040, normalement, si on travaille bien, nous les chercheurs, on devrait avoir en routine des biomarqueurs à partir de la voix. Et je vais vous expliquer comment ça marche et comment, avec de l'intelligence artificielle, on est capable d'identifier ces biomarqueurs. En fait, sans s'en rendre compte, notre santé, elle passe à travers notre voix. La voix, c'est un médium, c'est une source d'information qui est très naturelle, très facile à collecter. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai montré, avec l'adoption technologique, aujourd'hui sur nos smartphones ou sur des enregistreurs, c'est très facile d'enregistrer la voix et de collecter cette donnée-là. Et en fait, dans notre voix, sans s'en rendre compte parfois aussi, on exprime très souvent nos émotions, nos peurs, nos sentiments, notre excitation. Et ce qui est moins connu aujourd'hui, mais qui est amené à changer, c'est que ça laisse transparaître aussi des informations sur notre santé. Alors, comment ça marche? Là aussi, c'est très simple. Quand on a une maladie tout en haut, ça va avoir un impact sur différents organes dans notre corps. Par exemple, quand on est malade, ça a un impact sur notre cerveau, sur nos muscles, sur notre cœur, sur nos poumons. Et or, tous ces organes-là, ils ont un impact, eux, sur la manière dont on parle. Et donc, comme la maladie va avoir un impact sur nos organes et que les organes ont un impact sur notre voix, si nous, on est capable d'enregistrer cette voix et d'extraire toutes les caractéristiques audio du signal de notre voix, on va être capable de remonter et faire de la prédiction avec de l'intelligence artificielle pour avoir des informations sur la maladie de départ qui a causé toutes ces modifications dans la voix. Donc cette boucle, c'est exactement ce sur quoi on travaille et on essaye d'enregistrer et de capter des informations dans la voix des individus pour mieux comprendre leur maladie et mieux suivre la maladie. Alors comment on fait ça? C'est très simple, on utilise des smartphones et on demande aux patients ou à des participants dans des études cliniques d'enregistrer leur voix. Par exemple, on leur demande de lire un texte pendant 30 secondes. On leur demande de dire « ah » le plus longtemps possible sur une seule respiration. On leur demande de tousser 3 fois, d'inspirer et d'expirer 3 fois, ou de compter de 1 à 20 à vitesse normale. Par exemple, ces enregistrements très standardisés, ensuite, nous, on s'en sert pour entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle. Et comment on fait? Encore une fois, c'est très simple. Souvenez-vous que le deep learning, ça marche bien avec des images. Donc, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on prend 2 groupes, des personnes qui ne sont pas malades et des personnes qui sont malades, on les enregistre, et on convertit le signal audio de l'enregistrement en images, avec ce qu'on appelle des spectrogrammes, donc qui est un résumé de l'enregistrement audio, et ça, on le traite comme une image, et on entraîne des algorithmes de deep learning pour prédire automatiquement si la personne est malade ou pas malade à partir de sa voix. Et donc ça, c'est très utile parce que dès que ça marche, on est capable de l'utiliser dans la pratique clinique et à partir de quelques secondes d'enregistrement d'une personne, on va être capable de dire si oui ou non, elle est à risque d'avoir une maladie ou pas, ou d'avoir un symptôme ou pas. Et peut-être, si on se projette encore une fois en 2040, peut-être que d'ici là, on va pouvoir travailler sur ce qu'on appelle des dispositifs intelligents, par exemple un miroir intelligent. Et si le matin, vous vous brossez les dents, vous pourrez faire en quelques secondes avec votre voix un bilan de votre santé. Et ça va pouvoir vous donner des informations sur votre état de santé mentale, santé physique, à partir simplement de quelques secondes d'enregistrement de votre voix. Et ça, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, avec les pèse-personnes et les balances. On se pèse régulièrement dans sa salle de bain pour suivre son poids. Et le poids, c'est un marqueur de santé évidemment important. Aujourd'hui, on le fait comme ça. Et peut-être que d'ici quelques années, si on a des bons résultats, on va être capable d'avoir ce genre d'outils chez soi et avoir un diagnostic de notre santé assez facilement, en quelques secondes, à partir de la voix, à partir aussi du visage, de la photo ou de la vidéo. C'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler.
Un autre exemple aussi qui est en train de se développer beaucoup, c'est ce qu'on appelle la télémédecine, donc des consultations à distance. On n'est pas face à face dans le cabinet du médecin, mais on est à distance. Et bien là, vous imaginez bien qu'avec les vidéos, le son qui est capable de passer à travers ces outils de télémédecine, on va être capable d'intégrer la voix et faire une analyse de notre voix. Et ça va donner des informations très précises au médecin et qui va, en quelques secondes, avoir des informations très précises sur l'état de santé de l'individu avec qui il est en consultation. Et en fait, ça, c'est un peu l'équivalent, c'est la prolongation de ce qu'on fait aujourd'hui quand on va faire une analyse de sang, par exemple, où on mesure la glycémie, le cholestérol, où on prend la tension chez son médecin. Ça, ce sont des marqueurs, des biomarqueurs qu'on suit aujourd'hui. Peut-être que d'ici là, avec l'évolution des technologies, en 2040, on sera capable d'avoir des biomarqueurs vocaux en plus qui vont nous donner des informations très importantes sur notre santé. Là, on avance petit à petit dans le chemin de cette conférence. Le prochain sujet que je voudrais évoquer, c'est peut-être une mise en garde par rapport à l'intelligence artificielle. On en entend beaucoup parler, c'est très à la mode, ça a énormément de potentiel, mais il y a aussi beaucoup de risques associés à l'intelligence artificielle. Et ça, je voulais vous en parler quelques minutes parce que c'est très important. Et donc, il faut faire très attention à ce qu'on appelle l'éthique de la recherche et le risque d'avoir des biais dans l'intelligence artificielle. Et ça, je vais vous expliquer comment ça marche. Et pour introduire le sujet, je voulais juste reprendre une citation d'Elon Musk, que vous connaissez sûrement, c'est le PDG de Tesla, SpaceX. Il a envoyé récemment Thomas Pesquet dans la station internationale en orbite. Et c'est vraiment un entrepreneur très à la pointe des technologies. C'est aussi un visionnaire. Et une de ses phrases qui a marqué en 2018, c'était il a dit que l'intelligence artificielle peut être plus dangereuse que les armes nucléaires. Et ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, quand on y réfléchit, c'est quand même pas si faux que ça, parce que si on fait n'importe quoi avec de l'intelligence artificielle, on peut même parfois, sans s'en rendre compte, avoir un impact très important en termes de risque pour les citoyens ou pour la santé des individus. Donc ça, on va voir comment. Par exemple, il y a des risques liés à l'intelligence artificielle, et le premier que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est celui de la discrimination. Aujourd'hui, souvent, malheureusement, les intelligences artificielles, les algorithmes qui sont utiles pour la santé, ils sont d'abord accessibles aux plus riches, et les personnes qui sont moins favorisées ou qui n'ont pas accès à des outils technologiques comme les tranches les plus riches de la population, sont discriminées. Elles ont moins accès à des solutions qui pourraient améliorer leur santé. Donc, il faut faire attention aux algorithmes pour être sûr qu'ils soient accessibles à tous et pas uniquement aux tranches les plus riches de la population. Il y a aussi ce qu'on appelle des biais systémiques. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire que des algorithmes ont été entraînés sur une partie seulement de la population qui aurait dû bénéficier de cet algorithme. Si je prends l'exemple, souvent ce qu'on montre, malheureusement aujourd'hui, c'est que certains algorithmes d'intelligence artificielle marchent bien pour des personnes qui sont adultes, souvent de couleur blanche, des hommes de 40 à 60 ans par exemple. Là, ça marche plutôt bien. Par contre, ça marche moins bien pour les femmes, ça marche moins bien pour certaines minorités, ou alors quand on parle de la voix et des biomarqueurs vocaux, ça marche très bien pour certaines langues ou certains accents, mais moins bien pour d'autres. Donc ces biais, c'est ce qu'on appelle des biais systémiques, et il faut absolument lutter contre ça pour que les intelligences artificielles qu'on développe soient bénéfiques à tous. Alors ça, c'est une petite parenthèse que je voulais faire, et c'est pour vous inviter à regarder un documentaire. Pour ceux qui sont abonnés à Netflix, il y a un super documentaire qui s'appelle Coded Bias, et ça retrace les aventures de Joy Buolamwini, qui est une chercheuse informaticienne aux États-Unis, au MIT, et qui s'est rendu compte qu'elle travaillait sur les innovations technologiques, elle s'est rendu compte que le logiciel de détection automatique de visage ne reconnaissait pas du tout son visage parce qu'il était de couleur trop noire par rapport à l'algorithme qui a été entraîné principalement sur des données avec des photos de personnes blanches. Et en fait, quand elle mettait son masque devant son visage, là, l'algorithme fonctionnait. Et ça, c'est exactement ce que je vous évoquais tout à l'heure en termes de biais systémiques. Ça discrimine, ça ne marche que pour certaines personnes et pas d'autres. Donc ça, c'est un algorithme de détection des visages.
imaginez la même chose avec un algorithme qui est censé soigner une personne, et ça ne marche que pour certaines catégories de la population et pas d'autres. Donc ça, c'est un problème. C'est aussi la fondatrice de ce qu'elle a appelé l'Algorithmic Justice League. C'est une organisation internationale qui combat justement ces risques de biais systémiques et s'assurer que les algorithmes qui sont identifiés, mis en place, soient le moins discriminants possible. Donc vraiment, si ça vous intéresse ces sujets, allez voir ce documentaire. Il est très court et il est vachement bien fait. Dernier quiz pour la route. Dernière question. Là, je vous parle de la qualité des algorithmes d'intelligence artificielle, la qualité des données. En informatique, il y a un concept informatique qui promeut, donc qui met en avant la qualité des données. Alors, à votre avis, c'est quoi l'acronyme? Est-ce que c'est PIPO, FIFO, TITO ou GIGO? Je vous laisse là aussi 2-3 secondes pour essayer de deviner. C'est pas forcément facile. C'est un concept qui met en avant, qui insiste sur la nécessité d'avoir des bonnes qualités de données en entrée dans nos algorithmes, par exemple, d'intelligence artificielle. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse jaune, c'est GIGO, et c'est l'acronyme de Garbage In, Garbage Out. C'est-à-dire, on met des données de mauvaise qualité en entrée de l'algorithme, bah forcément, en sortie, on va avoir quelque chose qui ne marche pas bien. Donc, c'est un concept très simple, mais qui vaut pour tous les cas d'usage en santé, mais aussi dans l'industrie et dans d'autres domaines. Donc ce garbage in, garbage out, c'est très important à garder à l'esprit puisque ça doit conditionner notre manière de faire des nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle. Donc pour réduire ces biais, il y a plein de solutions qui existent. Comme je vous l'ai dit dans un premier temps, c'est changer les biais structurels. Déjà, améliorer la qualité des données et la diversité des données sur laquelle on entraîne nos algorithmes d'intelligence artificielle. Si je reprends l'exemple du documentaire, les algorithmes de détection des visages automatiques n'avaient été principalement entraînés que sur des personnes blanches et plutôt des hommes. Et donc, on a montré qu'ils marchaient moins bien sur des personnes de couleur et chez des femmes. Donc, si on améliore les données en entrée et qu'on entraîne les algorithmes sur la diversité de la population et tous les cas de figure, bah forcément, en sortie, l'algorithme va mieux marcher et il va mieux marcher chez tout le monde. Donc, c'est vraiment ça les enjeux sur la qualité des données. Et donc, c'est construire ce qu'on appelle des intelligences artificielles inclusives et que ça marche pour tous et pas seulement pour un petit groupe de la population. Et pour ça, pour y arriver, le meilleur moyen de le faire, c'est de co-construire, c'est-à-dire d'impliquer les personnes qui vont utiliser à terme ces algorithmes dans la construction, dans le développement et dans la recherche de ces algorithmes. Un autre moyen, donc c'est la colonne en bleu, c'est de faire de l'audit. C'est augmenter ce qu'on appelle l'explicabilité de l'intelligence artificielle. Parce que souvent, c'est des algorithmes, mais on ne sait pas trop bien comment ça marche. On sait que ça marche, ça donne un résultat qui est bon, mais on ne sait pas pourquoi. Or, si on veut avoir confiance dans l'intelligence artificielle, dans les algorithmes, et encore plus dans le domaine de la santé, il faut être capable d'expliquer. Et pour expliquer, il faut ouvrir la boîte de l'algorithme et comprendre qu'est-ce qui fait que ça marche plus ou moins bien. Et avec ça, on aura normalement des intelligences artificielles de confiance, ça sera plus transparent et on pourra avoir vraiment confiance dans son utilisation et en particulier dans le domaine de la santé. Et enfin, un moyen aussi d'arriver à ça, c'est de faire ce qu'on appelle de l'open science, de l'open data, c'est-à-dire quand on travaille sur des données de recherche, les mettre à disposition ouvertement sur Internet pour que d'autres personnes puissent travailler dessus, réutiliser des codes, des programmes, des algorithmes, donc avec de l'open source par exemple. Et ça permet d'augmenter la reproductibilité des performances des algorithmes. C'est-à-dire que d'autres personnes vont pouvoir tester notre algorithme sur une autre population, dans un autre cas d'usage, et voir si ça marche plus ou moins bien. Et si ça marche différemment, essayer de comprendre pourquoi. Donc ça, c'est très important pour améliorer ce qu'on va faire avec l'intelligence artificielle dans le futur. J'en arrive au bout du bout. Et je voulais terminer ma présentation et cette conférence par évoquer quelques métiers de la santé, puisque vous allez devoir dans quelques années essayer de vous projeter par rapport à un métier que vous aimeriez faire. Et la première chose à reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît finalement que très peu des métiers qui seront les métiers importants en 2040 dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des études, j'ai trouvé un chiffre dans une enquête internationale qui a montré qu'en 2030, donc c'est même pas 2040, c'est déjà 2030, 85% des emplois
qui seront très importants en 2030 dans le domaine de la santé et des technologies. On ne les connaît pas encore, ils n'existent pas encore. Il y a tout à inventer quand il s'agit de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la réalité virtuelle. Il y a plein de métiers qui vont émerger dans les années à venir et qui seront absolument cruciaux pour le domaine de la santé. Par contre, sur ceux qu'on connaît déjà, qui existent aujourd'hui et qui vont être toujours très importants en 2040, il y en a quelques-uns. Évidemment, le médecin, il sera toujours là, mais ça ne sera pas un médecin traditionnel qui aura fait des études de médecine et qui ensuite aura sa consultation. Il y aura ce qu'on appelle des médecins augmentés qui vont utiliser dans leur pratique clinique, dans leur consultation, des intelligences artificielles, des outils, la technologie, et c'est ce qu'on va appeler un médecin augmenté. Ça va l'aider à prendre des meilleures décisions pour les patients. Ensuite, vous avez vu toutes les données dont j'ai parlé aujourd'hui, il faut savoir les traiter, les manipuler, et ça, c'est le rôle d'un data manager, par exemple. C'est quelqu'un qui a une expertise dans la manipulation de données, qu'elles soient plus ou moins grandes, et qui les met en forme de telle manière qu'elles vont pouvoir ensuite être utilisées par les chercheurs et par les personnes qui vont entraîner les algorithmes d'intelligence artificielle. Il y a aussi le data steward, ça c'est un métier qui est en train d'exploser ces dernières années. C'est quelqu'un qui sait très bien où se trouvent les différentes données et qui les met à disposition des chercheurs ou des utilisateurs. C'est quelqu'un qui est vraiment à la frontière des différents métiers et qui fait le lien entre, par exemple, des data managers et des chercheurs. Le data scientist, lui, par contre, c'est lui qui va entraîner les algorithmes. Il va recevoir des données, par exemple, d'un data manager qui seront pour répondre à une question de recherche, et il va entraîner des algorithmes pour essayer de développer un nouvel algorithme de biomarqueur vocal, par exemple, ou un algorithme de reconnaissance de visage à partir d'une vidéo. Le data scientist, c'est vraiment son rôle. Ensuite, quelque chose qui n'existe pas encore tout à fait, mais qui va voir le jour dans quelques années, c'est ce qu'on appelle un auditeur d'intelligence artificielle, puisque lorsqu'un data scientist ou un chercheur va mettre en place un algorithme, il va falloir que des personnes tierces, extérieures, viennent évaluer les performances, la qualité des algorithmes et s'assurer aussi que ça marche pour tout le monde et pas simplement à un petit groupe de la population et qu'il y ait des discriminations. Donc des auditeurs d'intelligence artificielle, ça va être quelque chose qui va se développer de plus en plus à l'avenir. Je vais conclure ma conférence avec 2-3 informations. Déjà, vous rappelez les mots-clés, puisque je vous ai parlé là pendant 1 heure de plein de choses. Et ici, il faut retenir que quelques mots-clés. Il faut déjà retenir celui de santé de précision. C'est-à-dire qu'en 2040, ce qu'on veut atteindre, c'est avoir une santé et une médecine qui soient adaptées au profil de chacun, en fonction de ses caractéristiques, en fonction de ses maladies, de son mode de vie, de son contexte de vie. On va adapter le traitement, on va adapter la prise en charge pour s'assurer que la maladie soit la moins lourde possible à vivre avec. Ensuite, un autre mot-clé, c'est la data, les données, puisque cette santé de précision, elle ne sera possible que si on collecte et on analyse énormément de données sur les individus pour mieux comprendre tous les mécanismes et tous les fonctionnements des différentes maladies. Et les data, on va les analyser avec l'intelligence artificielle ou l'IA. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose qui sera encore très à la mode en 2040 et qui sera incontournable. Et enfin, pour vraiment que ce soit bénéfique à tous, il faut faire attention. Donc c'est l'éthique de l'intelligence artificielle et de la recherche. C'est très important. Il faut faire attention à ce qu'on fait pour pas, même sans le vouloir, nuire à certaines personnes. Et c'est ma dernière diapo, quelques liens utiles pour ceux que ça intéresse, qui veulent aller un peu plus loin. Je parlais de diversité de tout à l'heure et d'inclusion. Aujourd'hui, le monde de la data science, les sciences, la science de la donnée, l'intelligence artificielle, ça reste encore un monde très masculin. Il n'y a pas assez de jeunes filles et de femmes qui se lancent dans ce milieu aujourd'hui. C'est en train de changer, ça progresse, mais il faut qu'il y en ait encore plus pour qu'on ait aussi des femmes qui soient capables d'entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle et que ce ne soit pas seulement les tâches des hommes, puisque comme je vous l'ai dit, il y a des biais structurels, il faut que tout le monde soit représenté, et en particulier les femmes. Donc pour ça, par exemple, il y a le site WIDS, Women in Data Science. C'est un site très bien fait où il y a des conférences, il y a des podcasts pour réfléchir autour de ce sujet de la place des femmes dans le monde de l'intelligence artificielle et de la science des données. Au Luxembourg, il y a aussi une autre initiative que j'aime particulièrement qui s'appelle WIDE, Women in Digital Empowerment, où là, il y a des événements, des formations,
des programmes d'accompagnement qui sont proposés spécifiquement aux femmes et aux jeunes filles pour se lancer dans le monde du numérique et des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. Je vous ai mentionné déjà l'AJL, l'Algorithmic Justice League, et ça, si vous voulez suivre ce qui se passe après le documentaire dont je vous ai parlé sur Netflix, c'est vraiment une super ressource pour aller regarder. Il y a des vidéos, il y a des documents à lire pour comprendre pourquoi les biais sont très importants. Et enfin, le dernier concept dont je n'ai pas encore parlé aujourd'hui, mais qui est très important et qui va le devenir encore plus, c'est ce qu'on appelle One Health, c'est-à-dire le concept de un monde, une santé, et que tout est lié finalement. Il ne faut plus faire de la recherche aujourd'hui uniquement sur les êtres humains, sans se préoccuper de l'aspect environnemental, sans se préoccuper de la santé animale, puisque tout est lié. On l'a bien vu avec la crise du Covid, comment à partir de perturbations environnementales, il y a eu des modifications sur la santé animale, une transmission du virus de l'animal à l'homme très probable plutôt en Chine, et ensuite comment c'est devenu une pandémie mondiale, on se rend compte que tout est interconnecté, tout est relié. Et donc, dans la recherche, pour améliorer la santé, et en 2040 en particulier, il faudra que toutes les recherches, toutes les sciences travaillent ensemble pour comprendre les interconnexions des différents milieux, de l'environnement, des animaux, des êtres humains. Et donc ça, ce concept, ça s'appelle One Health. Et donc, si vous voulez aller lire sur ce sujet, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui a fait une très belle explication, très simple, très accessible de ce que c'est ce concept One Health. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je pense qu'on peut en discuter avec plaisir. Et sinon, vous avez mes contacts si vous voulez suivre un peu l'actualité autour de cette recherche. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.